Comment devenir franchiseur? Et quels sont les secrets de la réussite pour devenir franchiseur? Je m'adresse à vous, Guy Saint-Saulieu, qui est spécialiste en conseil en développement de réseaux de franchise. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi devient-on franchiseur? Est-ce qu'il y a un gène? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce qu'il y a un profil? Pour vous, justement, qu'est-ce qui est important pour devenir franchiseur? Bien, la raison pour laquelle on devient franchiseur, c'est parce que, je dirais, on est un chef d'entreprise avisé et qu'on sait qu'une entreprise doit se développer. Or, comment peut-elle se développer? Elle a trois moyens pour se développer. C'est l'autofinancement, et vous imaginez les marges qui sont nécessaires pour réaliser l'opération. On peut aller vers le marché financier, c'est-à-dire un banquier. Et là, c'est encore un peu plus compliqué parce que l'argent, il faut le payer. Et puis la troisième solution, c'est de trouver des partenaires qui vont venir partager la réussite de l'opération et qui vont prendre une partie de leur responsabilité dans le développement de ce réseau. Une des premières phases de développement concerne le concept. Pourquoi est-il important de développer son concept et de tester son concept in situ avec un ou deux centres pilotes? Bien parce que lorsqu'on développe un réseau, on prend des responsabilités. On prend des responsabilités juridiques et ces responsabilités juridiques sont définies dans une jurisprudence qui a bien situé ce qu'était un bon réseau de franchise. Il repose sur essentiellement deux éléments, un bon concept et une rentabilité. Un bon concept a été défini comme un concept en 3 points. C'est un concept qui doit être secret, substantiel et identifié. Et ça signifie qu'un bon concept, c'est un concept secret, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être accessible facilement à quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'a pas été formé. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire du jour au lendemain et qui justifie que le franchiseur a développé une expérience et que dans la juxtaposition des différents éléments de sa franchise, il y a cette notion de difficulté, de secret, de confidentialité. Deuxièmement, il doit être substantiel. Ben oui, pourquoi doit-il être substantiel? Parce qu'on ne va pas franchiser quelque chose de très simple, ce que n'importe qui peut développer du jour au lendemain. Et troisièmement, il doit être identifié, parce que tout ça, il faut l'exprimer au travers d'un certain nombre de documents dont nous parlerons tout à l'heure. Bien, on a parlé du concept, de l'importance de pouvoir le tester, qu'est-ce qu'un bon concept. Souvent, j'entends parler d'accompagnement d'un franchisé, mais en qualité de futur franchiseur, jusqu'où va-t-on dans l'accompagnement d'un franchisé? Quelles sont les limites? Alors ça, c'est extrêmement difficile à situer parce qu'on peut aller très loin, mais on peut, si on veut, situer l'accompagnement minimal que le franchiseur doit être obligé d'apporter. Il doit apporter une formation, hein, aussi approfondie que possible à ce métier, car il a affaire soit souvent à quelqu'un qui n'est pas du métier et qui a besoin de l'apprendre complètement, ou bien à quelqu'un qui est du métier éventuellement et qui a besoin d'évoluer, de bien connaître ce qu'est les caractéristiques techniques de cette franchise, et non pas la polluer avec sa propre approche, et ensuite l'accompagner, et vous savez l'importance que ça a en franchise, de parler de l'accompagnement, c'est-à-dire que pendant toute la durée du contrat, il doit être près de lui pour intervenir s'il arrive quoi que ce soit pour lui expliquer qu'il a commis une erreur et qu'il doit la rectifier, c'est le rôle des animateurs de réseau dont il est parlé dans une autre séquence. C'est aussi d'être capable d'intervenir, et ça je me permets d'insister sur ce point. Beaucoup de franchiseurs n'ont pas réfléchi au fait qu'un franchisé peut être amené à connaître un problème, c'est-à-dire tout bêtement être immobilisé par un accident automobile par exemple, et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Qu'est-ce qui va se passer? La franchise ne va plus fonctionner, et c'est le rôle du franchiseur de pouvoir intervenir dans un cas comme ça.
Et l'expérience m'a montré que c'est quelque chose qui est souvent oublié. Un sujet qui est souvent au cœur de l'actualité des discussions entre franchiseurs et franchisés concerne la rentabilité de mon futur concept. Comment pouvez-vous définir la rentabilité de mon concept? Bien, je vous ai dit tout à l'heure que les deux éléments fondamentaux, c'était la qualité du concept et la rentabilité. Revenons à cette notion de rentabilité. Il est certain que si vous avez développé une activité rentable, il est facile de le prouver. Vous avez au moins une unité pilote dont vous pouvez extraire les éléments, mais il y a, je dirais à ce moment-là, néanmoins un retraitement à faire dans la mesure où lorsque un chef d'entreprise développe sa propre entreprise, il lui fait souvent supporter des éléments que le franchisé ne supportera pas. Il est maître chez lui, dans une certaine mesure, il peut passer certains frais que le franchisé n'aura pas. Par contre, ce franchisé va supporter des frais que le pilote ne supporte pas, théoriquement, à savoir l'amortissement du droit d'entrée et les redevances. Donc, il est nécessaire, au cours de travaux de retraitement, de bien définir, de bien modéliser l'aspect financier de ce que sera une franchise et dont on dispose maintenant de tous les moyens nécessaires pour le faire. Mais j'insiste beaucoup sur la mise à disposition du franchiseur d'un outil informatisé lui permettant de développer tous les scénarios possibles et imaginables du développement d'une entreprise. Car j'ai l'habitude de dire que les charges, il est sûr de les avoir, qu'elles soient fixes ou variables, mais par contre, comment ces charges-là vont être payées et comment la marge va-t-elle être dégagée? Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous vendre? Est-ce qu'il y a des moyens d'aborder le problème d'une manière différente suivant des différences de marge entre des marges de différents produits? Tout ça doit pouvoir être modélisé au travers d'un outil. En tant que futur franchiseur, une des questions que je me pose bien évidemment, puisque le domaine peut être très vaste, c'est quels sont les moyens à mettre à disposition des franchisés afin d'assurer leur pleine réussite et de pouvoir répondre à leurs attentes, également assurer la pérennité de mon réseau. Bien, ça, c'est un point extrêmement important et il est souvent négligé dans la préparation d'un réseau, dans l'élaboration du réseau, parce que ça nécessite des moyens qui sont souvent beaucoup plus importants qu'on peut l'imaginer. En effet, au travers des différentes activités du franchiseur, entre la conception de l'opération, le fonctionnement du pilote, l'accompagnement des franchisés, leur formation, etc., il y a besoin de moyens humains et financiers qu'il faut bien identifier au démarrage de l'opération. C'est beaucoup plus lourd qu'on le croit. Si vous prenez simplement le cas du recrutement dont nous parlerons certainement tout à l'heure, il est certain que c'est un travail à temps plein et ça suppose, par exemple, de disposer d'une personne qui ne fait que ça dans l'opération. Donc, sur un plan plus général, disons qu'il faut des moyens humains et financiers qu'il est très important de définir avant d'aller plus loin. Guy, à votre avis, comment mettons en place tous les outils, qu'ils soient utiles ou bien imposés par les règles qui régissent la franchise, comme par exemple la loi Dumas, comment je les mets pratiquement en place au sein de mon réseau? Vous avez bien fait de préciser qu'il s'agit d'outils obligatoires, car dans le cas de la mise en place d'une franchise, vous allez avoir besoin de fournir à un candidat franchisé le DIP, ce fameux DIP, document d'information précontractuelle, qui est extrêmement important puisqu'il a été incorporé maintenant au droit du commerce. Deuxièmement, le manuel du savoir-faire, où on va regrouper tout ce savoir-faire que vous allez transmettre, et puis le contrat de franchise, qui bien évidemment, on en a parlé tout à l'heure, va régir toutes ces opérations et auxquelles il faut apporter un intérêt tout à fait particulier. Donc ces éléments, il faut bien insister sur le fait qu'ils sont obligatoires.
hein, et qu'il n'y a pas d'interprétation, de négligence, quoi que ce soit. Il faut les faire, et il faut les faire bien. Comment je vais m'y prendre pour recruter mes franchisés, mes futurs partenaires, en interne, en externe? Quelles sont les clés de la réussite? Ben, il n'y a que deux solutions. Vous allez le faire vous-même, ou bien vous allez externaliser l'opération. Il est certain que le faire soi-même, ça consiste, je le disais tout à l'heure, à mobiliser une personne pour ne faire que ça, parce que c'est un très gros travail, il y a des contacts à développer, il y a des documents à envoyer, des réceptions à faire, etc. etc. Et je constate en tant que consultant que de plus en plus maintenant on externalise cette opération-là qui présente un certain nombre d'avantages. Mais c'est une décision du franchiseur, il veut l'assurer lui-même, ou il l'externalise, ou bien il commence par le faire lui-même puis externalise après, ou inversement. Toutes les solutions sont possibles, mais il ne faut pas se cacher que c'est un énorme travail. Cette phase pionnière est très importante, j'imagine, pour la réussite de mon réseau. Quel niveau d'assistance dois-je apporter à mes futurs franchisés? Vos premiers franchisés sont forcément des grands gâtés, hein. Il est certain qu'ils vont être les pionniers, comme vous le disiez tout à l'heure, et qui vont être les premiers partenaires qui vont créer ce noyau dur sur lequel va reposer tout ce réseau de franchise. Donc, les services que vous allez leur apporter en dehors des services que vous leur devez et qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est en général d'être beaucoup plus présent encore parce qu'ils vont vous aider à rôder cette franchise. Parce que vous allez avoir monté une franchise, elle existe, elle est là, elle est belle, mais encore faut-il aller sur le terrain pour lui faire subir l'épreuve du terrain, justement. Et c'est au cours du suivi de ces pionniers que vous allez faire les petites corrections nécessaires. Et nous, en tant que consultants en franchise, nous ne considérons pas que notre travail est fini lorsque tous les éléments sont en place. Je dirais que ça n'est que la fin du commencement. Après, il y a à, je dirais, parfaire cette organisation, et ça n'est qu'en développant le réseau petit à petit qu'on peut à ce moment-là mettre à jour des petits points qui sont à rectifier ou à améliorer. Une fois que j'ai mis en place tous ces éléments très intéressants, le concept, le recrutement, etc., est-ce que les choses se terminent là? Est-ce que j'ai encore des éléments importants à avoir en tête afin d'être sûr de durer, tout simplement? Il ne faut surtout pas s'arrêter, hein. Il faut bien préciser que ce réseau, il est vivant. C'est comme un organisme vivant, c'est-à-dire qu'il va connaître des problèmes, qu'il faudra rectifier au fur et à mesure. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Il faut surtout éviter, je dirais, l'effet de lassitude du franchisé qui se dit, au fond, c'est toujours pareil, on n'évolue pas, je vois pas trop maintenant, à la limite, l'intérêt de rester à l'intérieur de ce réseau, j'en sais assez pour voler de mes propres ailes. Ça se voit souvent, ça. C'est du vécu. Donc, cette franchise, vous allez la faire évoluer. Votre concept, vous allez le faire évoluer, vous allez l'améliorer, vous allez trouver de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles initiatives marketing, de nouveaux moyens de communication, de manière à toujours, je dirais, les tenir en haleine et en partenariat avec eux, car il ne faut pas oublier que dans un réseau, ça n'est pas de haut en bas, si vous voulez, ça remonte et l'information remonte, les suggestions remontent, et la bonne animation d'un réseau, c'est la capacité de tirer parti des expériences des uns et des autres, car souvent on se trouve devant des franchises dont le développement, les caractéristiques sont liées à des secteurs géographiques, hein. Je me souviens d'un détail où, dans le prêt-à-porter, lorsque je posais la question au départ, est-ce que vous vendez différemment dans le nord et dans le sud? Je me suis entendu répondre, on vend la même chose, mais pas au même moment.
Voilà le genre de choses très importantes à identifier et qui font qu'en permanence, vous devez être à l'écoute de votre réseau pour faire remonter de l'information et faire évoluer le concept. Et rien n'est meilleur que pour un franchisé de sentir que ce qu'il apporte est utilisé, est utile, utilisé, et qu'il a collaboré au développement et à la réussite du réseau. Bien, merci.